Bonjour Valérie, Bonjour. merci à toi d'être ici, donc dans ce média qui s'appelle Limite. On parle des limites planétaires, on essaie de le faire un petit peu à notre façon, de façon très alarmiste, un tantinet taquin, cynique, voilà, c'est tout. Je me sens tout à fait en confiance. C'est bien, parce que on est là pour essayer de vulgariser des choses parfois très complexes, très compliquées, mais aussi pour que les gens tombent de leur chaise, et pour que tout le monde, tous ensemble, on décide en fait simplement d'en parler, d'évoluer autour de ça. Alors moi, la première question que j'ai envie de te poser, avant la première question même, c'est d'abord, qui es-tu Valérie? Donc moi j'ai grandi en Lorraine, dans l'est de la France, Mhm. et je suis arrivée en région parisienne pour mes études, en école d'ingénieur, en physique des fluides. En physique des fluides. Ouais, je suis restée, et mon parcours professionnel, c'est de la recherche en sciences du climat, pour caractériser, comprendre les variations passées du climat, tester les modèles de climat qui représentent le fonctionnement de la Terre par rapport à leur capacité à simuler des grands changements passés, et finalement essayer de tirer des leçons des observations d'aujourd'hui, des grandes variations passées, par rapport aux évolutions futures également. Qu'est-ce qu'on peut tirer, par exemple, des périodes chaudes passées par rapport au climat qui se réchauffe? Oui, donc c'est pour ça que tu es écrit paléoclimatologue chez toi. Ouais, moi je dis en fait physicienne, Ouais. chercheuse en sciences du climat, et puis paléoclimatologue, ça veut dire qui étudie les variations climatiques passées. Et donc j'ai travaillé à partir d'échantillons issus de carottage dans les glaces du Groenland, de l'Antarctique, du Tibet. Ça va chercher à combien de mètres ça? Alors en Antarctique, jusque 3200 mètres de profondeur. Ah ouais, 3200 mètres, Voilà, donc c'est et de l'eau qui a gelé il y a très 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 longtemps. c'est de la neige en fait qui s'est déposée, Ok. et puis qui, dans des conditions très froides, s'est conservée. C'est graduellement tassé. Et puis dans les carottes de glace polaires, on trouve aussi de l'air, parce que quand la neige tombe, elle piège de l'air. Et donc on a aussi une mémoire de, par exemple, la teneur en gaz à effet de serre de Vous l'atmosphère analysez les passée. petites bulles et puis vous pouvez voir qu'est-ce qui est composé, de quoi Voilà, elles sont alors moi, mon composées, propre quoi. travail, il a plutôt porté sur le fait de caractériser les variations de la température locale, en fait, et du transport d'humidité. Donc comment le cycle de l'eau change dans un climat qui change. T'arrives à voir ça dans Voilà, les on bulles demande d'air. un petit cristal. C'est dingue. Quelle était la température dans le nuage là où la condensation s'est faite, et puis quelles étaient les conditions d'évaporation là où cette vapeur d'eau s'est formée, puis ensuite a été transportée. Et du coup, quand vous allez chercher à 3000, enfin pas toi personnellement, enfin pas en Antarctique, t'as déjà été Moi, en 2 fois au Antarctique? Groenland. Ah Ouais. ok, quand même. Ouais. Hein. Et quand vous allez carotter à 3200 mètres de profondeur, ce qui est piégé là, ça date d'il y a combien de temps? Alors là où on remonte aujourd'hui, le plus loin, c'est environ 800 000 ans. Ouais. 800 000 ans, donc ça veut dire des successions de périodes glaciaires On froides. n'a et pas de découvert le périodes feu douces. à ce moment-là. Pas encore. Non, l'homme moderne, on pense, c'est 300-400 000 ans à peu Ah près. oui, donc c'était avant. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. On Donc avait c'est encore plein de vraiment poils et tout. le champ de l'émergence de l'humanité moderne. C'est dingue. Ouais, et c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup réfléchir sur les capacités d'adaptation, les vitesses, les amplitudes de ces changements passés par rapport à la perturbation qu'on est en train de faire. Ouais, parce qu'il se passe, c'est pour ça que tu es là, c'est pour parler d'une situation, de plusieurs situations. Et d'ailleurs, ma première question réelle, là, c'est est-ce qu'on a dépassé la limite? Alors en fait, on a dépassé les limites des capacités de l'atmosphère, de la végétation et de l'océan à masquer l'effet de nos activités. C'est-à-dire que depuis les années 1750, en brûlant du pétrole, du charbon, du gaz, on rejette des quantités colossales en fait, de gaz à effet de serre, en particulier de dioxyde de carbone. 40 milliards de tonnes qu'on déverse dans l'atmosphère chaque année. C'est toujours difficile d'imaginer 40 milliards de tonnes d'air. Tu vois, c'est de l'air, ça reste un gaz. C'est un gaz. Et donc moi je me dis, c'est bon, 40 milliards de tonnes, j'arrive à le mesurer si c'est de la flotte, si c'est quelque chose de solide, on se rend compte du poids, mais quand c'est de l'air, on se dit toujours, ouais, mais... Moi, si on volatile, le ramène à une personne, par exemple en France, une personne par an, c'est 10 tonnes d'équivalent CO2 qu'on met dans l'atmosphère chaque année. Il faut imaginer cette masse, en fait, qui est notre empreinte, et en particulier ce qu'on va tirer du sous-sol, et puis qu'on déverse dans l'atmosphère. Alors du coup, ouais, c'est ce qu'on balance, qu'un Français balance dans l'atmosphère. Et en Belgique, je pense qu'on a 17 tonnes, enfin ça dépend un petit peu où. Ça dépend des types de revenus aussi, parce qu'il y a un facteur 4 entre les 10% les moins aisés et les 10% les plus aisés. Exactement, mais alors du coup, si on prend en moyenne, ça veut dire qu'un Français a l'équivalent de 10 voitures en poids, je parle en poids. C'est ça, à peu près. Il faut imaginer 10 voitures que nos activités balancent dans l'atmosphère pour une personne. En particulier en faisant le plein des voitures, d'ailleurs. Et donc, c'est 40 milliards de tonnes par an, c'est ça? C'est ça, et en fait, pour montrer finalement les limites, on en a à peu près 54% de ce qu'on déverse tous les ans, qui est repris par la végétation, à peu près 31%, et puis l'océan, à peu près 23%. Mais c'est pas anecdotique. Par exemple, ce qui rentre dans l'océan, donc l'océan nous aide, en fait, il amortit une partie de la perturbation, ça conduit à son acidification. Donc un océan qui a un pH qui change,
Et donc, ça pose des problèmes Ça fout vachement le croissants bordel à l'intérieur. pour tous les petits êtres marins en fait, qui ont besoin d'utiliser la chimie de l'eau de mer pour faire leur carapace, leur coquillage, leur squelette. Alors, dans une précédente vidéo, on avait parlé Donc de ça, ça, par c'est rapport à, justement à Vanille Purcell, mais est-ce que le plancton est affecté par ça? On commence à voir des effets, alors plancton, coraux et autres organismes. Mais c'est pas le seul facteur qui change dans Ouais. l'océan. Ah et ouais. et c'est pour ça que quand on parle de limites, donc si on n'avait pas d'empreinte, on verrait pas d'effet. En fait, on voit les effets. Donc on perturbe complètement la composition de l'atmosphère. Et si on prend par exemple juste sur les derniers 800 000 ans, justement, et qu'on regarde la situation actuelle, pour la teneur en dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre qu'on rajoute, on en est à quasiment 50% de plus que le niveau le plus haut des derniers 800 000 ans. Si on prend le méthane, un autre gaz à effet de serre, le gaz fossile, méthane, CH4. voilà, C'est gaz mon seul naturel, truc que je connais en chimie, voilà, c'est fait. on en est quasiment à 150%. Il vient d'où ce méthane? Alors, l'augmentation récente, elle est tirée à la hausse par les fuites liées à l'utilisation des énergies fossiles, gaz, charbon, et puis c'est lié aussi à l'élevage intensif. Et donc, c'est ça qui m'a toujours perturbé, parce que c'était une question à laquelle je connaissais plus ou moins la réponse, mais c'est-à-dire qu'il y a autant d'animaux sur Terre qui parviennent à balancer autant de méthane dans l'atmosphère. Bah, c'est juste qu'on élève 1 milliard de ruminants. Donc, on est d'accord qu'on élève 1 milliard de ruminants, mais donc il n'y aurait jamais 1 milliard de ruminants dans l'état sauvage. Bah non, puisqu'en fait, justement, il y a cette augmentation très forte qui montre que par les pratiques, en particulier d'élevage, on modifie complètement, finalement, le cycle du carbone naturel. Et dernier volet, l'oxyde nitreux, un autre gaz à effet de serre, qui est lié à l'utilisation d'engrais intensifs. C'est gaz hilarant, ça. Voilà. Enfin, oui, c'est celui qui fait rigoler C'est ça. qu'on anesthésie. On est aussi à peu près un quart de plus que le niveau naturel des derniers, même le plus haut des derniers 800 000 ans. C'est aussi un gaz à effet de serre. Ça. C'est aussi un gaz à effet de serre, et donc on voit que on perturbe en fait. Ce sont nos activités qui perturbent la composition de l'atmosphère, qui créent un déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre et qui en conduisent à une accumulation d'énergie. Et donc cette accumulation d'énergie, c'est le réchauffement en surface, déjà 1,1 degré de plus qu'en climat pré-industriel, et c'est une rupture sur plusieurs milliers d'années. Et puis le plus gros de la chaleur, encore une fois, il rentre dans l'océan. Près de 90% de la chaleur supplémentaire qui, en fait, au lieu de partir vers l'espace, s'accumule. Donc c'est assez génial pour nous, parce que l'océan, ça amortit en accumulant le réchauffement en surface. Et en même temps, les masses d'eau dans l'océan, elles vont mettre des siècles, des milliers d'années à se mélanger, ressurgir. Et donc ça rend la perturbation qu'on a déjà faite irréversible. Donc on parlait de l'océan, j'aime bien en parler, parce que c'est un peu invisible pour les gens. Mais on a l'impression que tout ce que tu racontes est invisible, tu vois. Alors oui, bon, on vient de Belgique, donc forcément, on a vu ce qui s'est passé à Liège-Verviers pendant cet été, et en Allemagne aussi. Ça a été très perturbant, et ça a été un traumatisme pour la Belgique. Et c'est un des premiers effets, parce que quand on a vu le torrent d'eau qui s'est abattu, on s'était dit c'est pas possible, et je me rappelle toujours de cette image à Dinan. Tout le monde a cru qu'il y avait un fleuve qui avait débordé, mais non, il y a une masse d'eau qui s'est abattue sur un champ, une pluie, où tout le monde avait été persuadé qu'un barrage allait péter. Oui, et les Australiens qui ont un événement un peu similaire en ce moment, ils appellent ça des bombes d'eau. Mais vraiment, mais littéralement, c'est ça. Et c'est dingue parce que c'est un premier épisode, on va y aller cash, on va directement spoiler le truc. La température qui augmente, c'est des événements comme ça qui se reproduisent de plus en plus. Alors, en fait, c'est vraiment l'image à garder, voilà, c'est on accumule de la chaleur, et directement, ça affecte le cycle de l'eau. Donc, un climat qui se réchauffe, c'est une atmosphère par degré en plus, qui peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus. Donc si elle passe au-dessus de l'océan, elle peut se recharger, et donc même la même tempête qu'il y a 50 ans, avec la même trajectoire exacte, elle va donner des cumuls de précipitations plus importants. Et puis en plus, on peut avoir des mouvements verticaux plus violents, avec une atmosphère plus chaude. Donc une des conséquences directes d'un climat qui se réchauffe, c'est une intensification du cycle de l'eau. Donc dans certaines régions, par exemple les régions froides, en hiver, c'est un climat plus doux, plus humide. Et puis, à l'inverse, dans les régions de climat méditerranéen, ça va être un climat plus chaud et une baisse de la quantité annuelle de précipitations du fait de changements de circulation atmosphérique de grande échelle, mais en même temps, une augmentation des extrêmes de très fortes précipitations. Ça fout le bordel, ça, dans une civilisation qui est interconnectée, où un pays est lié à tel pays et qu'un incident dans tel pays a un impact sur l'autre pays. Est-ce que c'est ça un peu, parce qu'il y a le rapport 2 qui est sorti, peut-être que quand la vidéo sortira, peut-être qu'il y aura le rapport 3, on ne sait pas encore très bien. Toi, tu es la présidente du groupe 1. Ouais. On est bien d'accord. Qui consiste en quoi, celui-là? Donc, le GIEC, en fait, c'est un groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et il a pour mandat de mobiliser des centaines de chercheurs, des milliers de relecteurs, et puis les représentants de tous les pays, pour fournir une synthèse à un moment donné de l'état des connaissances,
Alors, la partie 1, c'est la physique du climat. Voilà. Donc, qu'est-ce C'est qui est ça que tu observé, présides. les causes, les évolutions futures possibles, et puis une information climatique qui soit pertinente, justement pour la gestion de risque, pour les stratégies d'adaptation. Donc, qu'est-ce que c'est dans chaque région? Un climat qui change, les tendances, les extrêmes, les valeurs associées à des seuils de tolérance, et fournir cette information-là très clairement. Et puis, à côté de ça, il y a le groupe 2, qui s'intéresse cette fois-ci au système humain, au système naturel, les écosystèmes. Donc le premier, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer? Le deuxième, moi en tant qu'être humain, comment je peux être infecté, impacté, qu'est-ce qui va m'arriver? Directement ou via les écosystèmes dont on dépend pour se nourrir, par exemple, pour stocker du carbone et tout le reste. Ouais, voilà, et donc qu'est-ce que je vais manger et comment je vais le manger? Voilà, le groupe 2, c'est les impacts aujourd'hui liés au changement climatique d'origine humaine. C'est l'analyse des risques futurs et des options d'action, c'est-à-dire comment ça s'adapte à ça, en fait. Les stratégies d'adaptation, mais aussi leurs limites, leurs effets indésirables, pour fournir en fait une analyse des options d'action pour vivre avec un climat qui continue à changer. Et puis, celui qui va venir dans quelques semaines, c'est le groupe 3 du GIEC. Qui est peut-être déjà sorti, je ne sais pas encore. Le 4 avril 2022. Et celui-là, il porte sur les options d'action pour réduire les rejets de gaz à effet de serre. Donc, dans chaque secteur d'activité, au niveau des systèmes de production, au niveau de la demande, en fait, de nos façons de vivre. Et c'est vraiment étroitement lié à la question du développement. Ah ben, on va y arriver, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que fondamentalement, c'est possible, avec la manière avec laquelle on fonctionne aujourd'hui au quotidien, de respecter en fait ce que les accords de Paris, de nous empêcher de vivre dans un monde éclaté? Est-ce que c'est possible avec la manière avec laquelle on fonctionne aujourd'hui? Alors, je vais juste rebondir sur un point d'avant. Ah, vas-y, bien sûr, bien sûr. On parlait de l'eau. Oui. Donc, sur la population mondiale aujourd'hui, il y a quasiment la moitié de la population mondiale qui fait face à des pénuries d'eau. Donc, on parlait de l'excès d'eau, des événements intenses. La moitié de la population. La moitié qui fait face, au moins à un moment de l'année, à des pénuries graves d'eau. Et dans un climat qui se réchauffe, c'est un cycle de l'eau plus intense, plus variable d'une saison à l'autre, à l'intérieur d'une année, avec plus d'événements très humides ou très secs. Et donc, on voit bien que ça va exacerber des vulnérabilités qui sont déjà là. Et on pense qu'il y a à peu près 3,5 milliards de personnes qui sont extrêmement vulnérables aujourd'hui au climat. Bon, on l'a vu l'été. Voilà. C'est parti en flamme beaucoup plus que d'habitude. Voilà, donc avec un certain nombre de risques critiques, toutes les régions littorales, partout en fait, avec la montée du niveau de la mer, qui est une conséquence directe de l'accumulation de chaleur par l'océan qui se réchauffe et gonfle, et puis la fonte des glaciers et des calottes. Donc c'est vraiment quelque chose, moi, peut-être le message le plus important, et ce que tu disais sur la Belgique, c'est important, parce que pendant longtemps, je crois, certaines personnes se sont dit c'est un problème pour ailleurs, pour des régions lointaines, pour des animaux un peu rares dans d'autres régions. Et ce qu'on voit de plus en plus clairement, c'est que c'est une réalité partout, et que même dans les pays les plus riches, on n'est pas prêt au climat d'aujourd'hui et sa variabilité. Et malgré le fait d'avoir mis en place des plans d'action, de gestion de risque, d'adaptation, c'est le cas de 170 pays, de plein de villes, de plein de régions, en fait, c'est souvent fait de manière un peu réactive. C'est-à-dire, voilà, il y a eu une inondation en Belgique, on l'a vu, on connaît le record de pluie, la saison où ça s'est produit, on va se dire, voilà, on va intégrer ça maintenant pour nos infrastructures, qu'elles fonctionnent, si le même truc se reproduit à l'avenir. Mais en fait, ça ne va pas s'arrêter là. Il y a d'autres choses. Non, mais en fonction de l'ampleur du réchauffement à venir, il y a plein de choses qui vont continuer à évoluer dans le fonctionnement du climat. Par exemple, à Verviers, qui a encaissé, ils reconstruisent au même endroit. Alors, on peut reconstruire dans des zones inondables, dont on sait qu'elles sont inondables, mais à condition d'en tenir compte. Donc ça peut être soit en fait en augmentant les zones humides qui vont faire tampon, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. C'est ce qu'on fait là où j'habite, dans l'Essonne, en fait, essayer de restaurer des milieux naturels pour stocker de l'eau quand il pleut trop. Oui, des arbres, c'est bien, en fait, si tu des zones humides, des marécages, des choses comme ça. D'accord, ok. Ça peut être des ouvrages en dur pour protéger des infrastructures critiques, mais je vais revenir dessus, ça peut être un piège. Ça peut être aussi de surélever les infrastructures névralgiques. Aux Pays-Bas, ils le font pas mal en ce moment, de surélever les choses et d'accepter le risque d'inondation. Les Pays-Bas, ils sont à 4 mètres sous le niveau de la mer du côté d'Amsterdam. Ouais, mais le vrai problème pour beaucoup de zones littorales, c'est de se protéger de la montée du niveau de la mer, mais aussi d'évacuer l'eau quand il pleut beaucoup. Et donc la digue seule, ça suffit pas, en fait. Ça peut même être un piège, au sens où si on construit des digues, on aura plus de bâtiments, d'infrastructures derrière. Et donc si l'ouvrage de protection casse à un moment donné, ou cède, ou s'il y a un événement plus intense que prévu, et dans ce cas-là, en fait, les dommages seront encore plus importants. Donc ça peut faire partie de ce qu'on appelle une maladaptation. Et donc, il y a plein d'options d'action pour construire en zone inondable avec une culture du risque, sans le nier, en fait. Mais en faisant en sorte que si l'événement rare ou très rare se produit, les choses fonctionnent le moins mal possible. C'est la notion de résilience.
La notion de résilience. C'est-à-dire ne pas être dans le déni, Oui. ne pas croire que c'est juste pas de chance, un événement rare, Oui. mais comprendre Ou de que... rejeter la faute sur un problème humain, parce que nous, en Belgique, on a beaucoup discuté sur qui n'a pas ouvert le barrage au bon moment. Oui, mais il y a des enjeux, bien sûr, de gestion locale. Il y a des enjeux d'urbanisation, parce que plus on imperméabilise en urbanisant, plus certaines pratiques agricoles qui tassent les sols, plus l'eau, quand il pleut beaucoup, ruisselle. Et donc, comme en plus, dans un climat qui se réchauffe, il peut pleuvoir davantage, les deux facteurs augmentent le risque de crue éclair, en fait. Tu vois, mais c'est ça, parce que moi, ce qui est dingue, c'est qu'on a construit notre civilisation sur un climat... nos infrastructures. Voilà, tout s'est fondé sur quelque chose de stable. Ah, tiens, il fait un hiver plus froid, tiens, il fait un peu plus chaud. Oui, d'où l'idée de la crue du siècle passé, du millénaire passé, mais ça, c'est penser à climat constant. Or là, en fait, on change fort le climat. Donc, par exemple, il y a de plus en plus de records chauds, parce que un climat qui se réchauffe, c'est plus d'extrêmes chauds. Et donc, c'est important de l'intégrer pour le confort thermique dans les villes, par exemple, ou pour que les infrastructures, d'énergie, elles fonctionnent, ou les rails dans un climat qui se réchauffe. C'est ça. Tu parles des rails, par exemple, c'est un bon exemple. Mais donc, du coup, parce que trop de chaleur, on l'a vu en Argentine, ça a créé des coupures de courant parce qu'il y a eu une explosion de la demande énergétique. Dans les transfos, ou... Voilà, donc admettons trop de chaleur pendant un jour, 2 jours, 3 jours, ok, toi t'allumes ta clim, donc toi t'es aisé, admettons t'as les moyens, t'es dans des beaux quartiers, c'est dans les petits quartiers, c'est là-bas qu'on va leur couper les courants si jamais il faut un petit peu rediriger. Et c'est encore une fois une question qui pose la question de maîtriser l'ampleur du changement climatique. Donc là, c'est agir sur la cause. Et après, il y a la conséquence, c'est-à-dire tu es dans une ville, la ville, elle a son propre effet d'îlot de chaleur par les matériaux, par l'absence de surface qui transpire et qui permettent de limiter le réchauffement en surface, l'accumul de la chaleur, puis il y a des sources locales de chaleur. Donc, vivre correctement dans un climat qui se réchauffe, avec plus de canicules, plus longues, c'est ce qu'on observe, si on met partout des clims, d'abord ça consomme plus d'électricité, ensuite ça ressort la chaleur dehors, donc en fait ça exacerbe l'effet d'îlot de chaleur dans la ville. Mais ça peut permettre de se reposer quand on est fragile. Donc, il peut y avoir un effet positif. C'est pas la solution, en fait, on voit bien. Et donc, il y a d'autres aspects qui vont être d'essayer de faire des îlots de fraîcheur dans les villes, avec des espaces verts, avec des espaces d'eau qui peuvent transpirer, et donc limiter le réchauffement en surface. Donc, encore une fois, on a le climat qui change, puis on a l'urbanisation, les actions qu'on peut mener localement. Tu te rends compte que tu es en train de... J'ai parlé à des politiciens en Belgique, et tu te rends compte que je parle avec toi, je te le dis clairement, c'est clair, les idées, les solutions sont là, ça a l'air d'être très très clair dans ta discussion, dans cette discussion. Quand je parle de ça avec eux, ça a l'air d'être un peu volatile, oui, on peut faire ça, bon, il faut les investissements, il faut aussi... On chipote encore alors qu'en fait il s'agit de notre vie à tous. Il s'agit d'enjeux de santé. Oui. En fait, santé, en particulier pour les plus fragiles, avec des effets d'inégalité qui peuvent être criants. Ça a été montré aux États-Unis, ça a été montré en Europe. Par exemple, les quartiers très denses, avec très peu d'espace vert, souvent c'est les populations plus précaires, parfois plus âgées, parfois avec beaucoup de petits-enfants. Et c'est là où on a le plus d'effets d'îlot de chaleur. Et puis les beaux quartiers chics, avec les parcs, c'est là où c'est moins pire. Voilà, donc ça pose en fait de nombreuses questions qui portent sur des actions locales, avec une dimension physique, on va dire, une dimension d'aménagement et une dimension de réflexion sur les inégalités, de sorte à protéger les plus vulnérables. Et t'as l'impression qu'on est dans le bon sens, là ? Il y a une prise de conscience. Dans le secteur, par exemple, de l'urbanisme, des architectes, il y a vraiment un mouvement de fond. Sur à la fois le fait d'intégrer un climat qui change par rapport au bâti, à la fabrique de la ville, et aussi par rapport à leur propre responsabilité sur l'empreinte carbone liée aux bâtiments eux-mêmes. Nous, à Bruxelles, on est en train de travailler actuellement sur le fait de mesurer l'impact carbone d'une construction. Exactement. Mais c'est pas facile, c'est compliqué. Il y a une pétition qui est en cours, il faut y travailler, tout ça. Mais c'est parfois vu comme une contrainte de certains acteurs dans ces branches d'activité, parce que c'est des cadres réglementaires en plus, c'est en fait des enjeux de formation, d'avoir des salariés en fait qui sont formés, qui sont capables de porter ces aspects-là. Est-ce que s'adapter au changement climatique a pas cette fameuse notion de contrainte, de résilience, mais que c'est vu parce qu'on est un peu dans un monde de progrès, on voit le progrès, on regarde des films de Star Wars et on se dit d'ici 20 ans, à la Elon Musk, Jeff Bezos, on ira dans l'espace un peu comme lui, on ira miner là-bas. Et on aura des vaisseaux laser, etc. Enfin, on a un peu une conception du futur avec des machines qui vont faire le travail à notre place, c'est déjà un peu le cas, mais des robots humanoïdes. Et c'est comme si aujourd'hui on disait en fait finalement votre maison elle va pas ressembler à ce que vous croyez. Ah finalement votre maison ça va pas être un truc à la Star Wars. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'il y a une sorte que les producteurs, les investisseurs sont un peu en mode fait chier. C'est comme s'il y avait une sorte de notion de retour en arrière. Moi je le vois pas du tout comme ça. Je le vois comme c'est quelque chose qui nous oblige à penser autrement. Il y a des enjeux majeurs de ce qu'on appelle la littératie climatique.
Tu parlais des politiques qui étaient un peu à côté de la plaque parfois, ou qui avaient du mal à intégrer complètement ces enjeux-là, mais très souvent, ils n'ont pas eu de formation sérieuse qui leur permettent en fait de s'approprier ces éléments. Mais c'est effroyable d'être politicien et pas avoir eu de cette formation. Je veux dire. Oui, mais c'est une réalité. Si un gars comme moi, excuse-moi, qui vient d'un milieu de surconsommation, influenceur, qui a travaillé sur des radios, qui étaient payés par la pub, tu vas pas me dire que si un gars comme moi qui lance aujourd'hui. Non, mais je vois des élus qui font ce boulot-là, mais ça prend beaucoup de temps et ils sont sous contrainte de gérer des choses courantes. Et donc, moi, je pense qu'il faut peut-être exiger à un moment donné que des personnes qui ont des fonctions de responsabilité passe le petit moment nécessaire, ça peut être quelques heures, quelques jours. Le petit diplôme du GIEC, façon de parler. En fait, on peut parler de monter en connaissance. C'est pas forcément quelque chose qui est infantilisant. Non, bien sûr, mais c'est une manière de dire, bon les gars, passez votre formation. Quoi. Ouais, par exemple, moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gens qui sont à la Commission européenne, il y avait une vraie appétence. C'est-à-dire, ils voient bien qu'ils sont au cœur d'enjeux croisés sur tous les sujets qui intersectent avec la question climat. Alors il y a une direction générale climat dont c'est le job en fait. Mais les autres qui touchent à l'énergie, à l'alimentation, à la santé, ils voient bien en fait que ça les concerne aussi. Donc les gens, pour certains d'entre eux, ont aussi une aspiration à vraiment bien comprendre les tenants, les aboutissants et se les approprier. Et ça demande d'avoir un espace pour acquérir ces connaissances. J'ai l'impression que tout ça est tellement lent et que c'est comme si, ça fait 30 ans que vous criez, ça fait 30 ans que vous êtes en mode, j'ai l'impression que vous voyez un peu, je prends une vieille référence, c'est la référence de Tintin, je sais plus quel épisode, l'étoile mystérieuse, où t'as un gars barbu avec c'est la fin du monde, il faut, J'ai l'impression que vous êtes un peu comme ça et que on vous calcule pas. Et excuse-moi de le dire, et on va arriver là-dessus. Ça me saoule, moi, quand il y a Messi qui se fait son transfert, c'est faux, t'as pas de chance, le jour de votre rapport du groupe 1 et que ça passe complètement à la trappe. Alors qu'il s'agit de l'avenir du bien, ceux des gens qui regardent et ceux de mes enfants aussi. C'est beaucoup pour ça que je fais ça. Et du coup, il y a eu la même chose avec le conflit en Ukraine, pour le rapport 2. Je ne sais pas si au moment de la sortie de cette vidéo, il s'est passé quelque chose avec le rapport 3, j'en sais rien. Mais c'est dingue parce qu'on a l'impression un peu que vous criez depuis longtemps, qu'on a l'état des connaissances est clair depuis longtemps, mais on n'a jamais balancé autant de gaz à effet de serre de ces dernières années, en fait. Et je me dis, mais merde, là, t'es en train de me parler de la formation qui est en train de se faire, on est en train de faire ci, il y a des choses qui se passent, etc. Mais la courbe continue à monter, quoi. C'est effrayant. Oui, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, elles ont été à un niveau record ces derniers 10 ans. Et avec la pandémie, il y a eu une baisse en fait forcée. On aura privation de liberté, puis là c'est reparti au même niveau. Oui, c'est un V comme ça. C'est ça. Donc c'est pas le changement structurel de fond qui est nécessaire, c'est évident. Alors je vais essayer de nuancer, c'est-à-dire par rapport aux connaissances il y a 30 ans, ce qui est vraiment frappant, c'est que l'accumulation de chaleur dans le système climatique, ça avait été plutôt bien anticipé. La compréhension de la physique, elle est là. Ce qui est assez frappant, c'est que beaucoup d'impacts, ils sont évalués maintenant comme étant plus sévères pour le niveau de réchauffement d'aujourd'hui ou pour un monde 1,5 degré plus chaud que ce qui était anticipé il y a un moment donné. Ce qui veut dire que ce qu'ils avaient vu, c'est pire aujourd'hui. Alors, il y a 30 ans là maintenant de... C'est ça. En fait, on voit arriver des choses qui avaient été attendues, mais qui étaient attendues plus tard ou pour des niveaux de réchauffement plus élevés. T'as plus ou moins un chiffre à combien d'années plus tard? Non, je l'ai pas. Mais on voit par exemple des dépérissements de forêts, on voit une dégradation des récifs de coraux, on voit la moitié des espèces étudiées qui se déplacent en fait, pour essayer de garder leur aire de répartition. On voit aussi qu'on a une partie très importante, comme je disais tout à l'heure, de la population partout, dans chaque pays, partout dans le monde, qui est très sensible au climat, mais très vulnérable. Vous faites toujours plusieurs modèles, des modèles pessimistes, des modèles optimistes. Alors ça c'est les scénarios, c'est pas les modèles. Pardon, ouais. C'est ça, c'est des scénarios. Mais alors du coup, c'est quoi? Est-ce que pour l'instant, on est sur la courbe la plus pessimiste par rapport à aujourd'hui 2022 quoi? En fait, ce qui est intéressant, c'est que les scénarios de très forte hausse d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, avec énormément d'utilisation de charbon, on considère qu'ils sont aujourd'hui un peu moins plausibles. Moins plausibles parce qu'il y a déjà des politiques publiques mises en place, parce qu'il y a une trentaine de pays qui ont atteint le pic et une baisse lente des émissions de gaz à effet de serre, et puis parce qu'on peut faire par exemple de l'électricité bas carbone à un prix compétitif, et puis on peut aussi se déplacer autrement qu'avec une voiture à essence, et ça c'est nouveau, c'était pas disponible il y a 30 ans. Donc il y a ce côté-là qui est intéressant, c'est-à-dire les scénarios les plus hauts sur les émissions de gaz à effet de serre, ils sont moins plausibles. Quand on prend les promesses que les pays ont faites, ou les politiques publiques qui sont déjà en place, ça impliquerait en fait dans le monde, disons, une relative stagnation des émissions de gaz à effet de serre entre maintenant et 2030. Et si ça reste comme ça, en fait, on va atteindre un niveau de réchauffement d'1,5 degré dans les prochains 20 ans. Autour de 2050, on dépasserait 2 degrés de réchauffement, et on ne peut pas exclure d'avoir 2 à 3 degrés et demi de réchauffement en fin de siècle. C'est colossal en fait. Je montre vite ça à l'image. Tu l'avais notifié avant qu'on démarre la vidéo. J'ai un petit 1.5 qui est ici.
Le rapport 2 dit, il ne faut pas dépasser les 1,5. On va les dépasser. Alors, les rapports du GIEC, ils disent pas ça. Ils disent, dans un monde qui se réchauffe davantage qu'1,5 degré, oui, c'est vrai. Il y a des choses, en fait, qui vont craquer de plus en plus. Voilà. Les dommages vont être croissants, les capacités d'adaptation pour certains écosystèmes, certaines sociétés vont être dépassées. Ça veut dire de la souffrance, en fait. 1,5, c'est la merde. En fait, moi, je ne mets pas un seuil du genre, en dessous, tout va bien, et au-dessus, c'est la catastrophe. Pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire, il y aura des impacts croissants. Il y aura des coûts des dommages, comme on l'a vu en Belgique ou ailleurs. Il y aura un coût plus fort de l'adaptation. Il y aura des bouleversements d'écosystèmes. Voilà. Et donc, le truc important, c'est tout faire pour limiter au maximum l'ampleur du réchauffement. Et c'est pas entre 1,9, 1,5 que ça se joue. C'est vraiment essayer de le garder au niveau le plus bas possible. Et pour ça, les deux conditions clés pour arriver à limiter le réchauffement, c'est que les émissions mondiales de CO2, donc liées au charbon, au pétrole, au gaz, à la déforestation, elles diminuent fortement pour devenir net zéro, dû à nos activités. Donc pas plus qu'on mette que ce qu'on est capable d'enlever. Oui, voilà, toujours la capacité de la Terre à absorber. Non, notre capacité à faire le ménage. Arrêtez. Voilà. Si on en met encore un peu, par oui. des secteurs difficiles à décarboner, dans ce cas-là, on soit capable d'en enlever. Donc, mais en enlever par le système Terre ou non, en enlever par des activités qui peuvent être industrielles ou qui peuvent être liées à certaines pratiques d'utilisation des terres. D'accord, ok. Donc ça, c'est la première condition. Donc tu ne parles pas des capacités d'absorption. Hein, non. Okay. Donc, arriver à net zéro CO2. Mais comment tu enlèves du coup? Genre c'est rouler en vélo, c'est ce que tu veux dire? Non. Et la deuxième chose, c'est limiter l'effet sur le climat des autres facteurs et tout particulièrement réduire les émissions de méthane. Tu m'as perdu, c'est compliqué. Je parlais des facteurs qui jouent sur le climat. Ça oui, CO2 le premier. Ça oui, d'accord. Deuxième, méthane. C'est le deuxième facteur de réchauffement. Voilà, oui. Méthane, c'est gaz. Oui, c'est fossile. Oui, tout à fait. Gaz de ruminants, voilà. Tout à fait. Et il y a un enjeu critique à arriver à faire baisser les émissions de méthane. Et ça monte fort. Ça a monté fort ces dernières décennies. Et donc, je pense que là, on va vraiment être sur une période assez critique par rapport à cet enjeu-là, d'enclencher aussi une baisse pour le méthane. Et c'est délicat parce que ça touche. Faut devenir vegan, faut devenir végétarien. C'est pas forcément tout ou rien. Ça peut être faire évoluer les pratiques d'élevage, favoriser les meilleures pratiques. Ouais. Ça peut être aussi enlever toutes les fuites de tous les trucs qui existent, qui transportent du gaz où ça fuit, et ça on peut agir rapidement. On a des moyens par satellite de détecter où ça fuit beaucoup, par exemple. Et puis ça peut être aussi de diversifier son alimentation pour avoir une alimentation plus saine, avec plus de protéines végétales et un peu moins de protéines animales quand on en mange trop. C'est pas le cas partout. Il y a des gens qui en ont pas assez. Il y a quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Le système Terre absorbe. Ouais. Nous émettons. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par le fait qu'on ne compte même pas sur l'absorption du système Terre? Tu veux dire ça? Moi, j'essaie de voir la chose. Nous, on fait plus. Le système Terre, il compense de l'autre côté. Mais c'est quoi? Ça veut dire que quand tu dis que... Voilà, c'est quoi? C'est que nous, on doit faire moins, en fait, c'est ça? Concrètement nous, on doit émettre de moins en moins. Ouais. De moins en moins. Et si on n'arrive pas à enlever tout ce qu'on émet... Exemple concret, je prends mes pieds au lieu de ma voiture. Exemple concret, si je peux le faire. Il y a plein d'exemples. C'est j'isole mon logement, j'ai une pompe à chaleur plutôt qu'un chauffage à gaz, je baisse la température de mon chauffage. Pour une semaine aux Maldives, par exemple. Ouais, ou j'ai une voiture performante, par exemple électrique, si j'ai besoin d'avoir une voiture. Parce que comme ça, en fait, le bilan... Non, mais par exemple, en France, entre une petite voiture thermique et une petite voiture électrique, sur le cycle de vie complet, c'est 80% d'émissions de gaz à effet de serre en moins aujourd'hui. Donc là, ça progresse. Là, on fait ça. Donc là, on fait ça. Moins. Et la capacité d'absorption. Mais il y a des choses dures à enlever. Par exemple, l'industrie lourde, qui a besoin de charbon. Ou bien les avions. C'est dur à décarboner, les avions. Et puis pour certains trucs stratégiques, il y en a vraiment besoin. Oui. Ou bien certaines activités agricoles, en fait. L'utilisation d'engrais, dans certains cas, c'est critique. Voilà. Donc si on n'arrive pas à décarboner certains secteurs, on peut avoir des émissions résiduelles. Et dans ce cas-là, être à net zéro pour le CO2, ça peut vouloir dire soit être capable de filtrer l'air, récupérer le CO2 et le stocker, l'éliminer. Donc nous, avec nos capacités humaines, des en tant activités qu'être humain. industrielles, on va dire. Ok. Ou bien, par exemple, Donc de on restaurer compte pas des sur forêts, l'océan et les forêts pour faire ça. de reforester. Donc nous, on gère une forêt, c'est-à-dire il y avait une forêt dégradée, on la restaure. Ou bien il y a des pratiques qui peuvent être risquées. Et les pratiques risquées, c'est celles qui rajoutent des tensions sur l'utilisation des terres. Par exemple, faire pousser des forêts à la place d'autres usages des terres pour les cultures, ça va rentrer en concurrence avec la sécurité alimentaire. Ça peut rentrer en concurrence avec les droits fonciers des populations locales. Faire une autre approche qui peut être théorique, c'est par exemple faire des cultures pour produire de l'énergie, ou de la biomasse pour l'énergie. Donc les plantes, quand elles poussent, elles enlèvent du CO2 de l'atmosphère.
Oui. Dans ce cas-là, on brûle les plantes pour faire de l'électricité, du chauffage, et on récupère le CO2 et on l'enfouit. Donc sur le papier, on enlève du CO2 de l'atmosphère et on le stocke. Donc c'est des émissions nettes négatives. Ok, mais il y a toujours un processus chimique humain. L'humain doit passer Culture par... plus Ouais. industrielle. Donc mais c'est vraiment en bonus de ce que la nature fait déjà naturellement. C'est en plus. On compte pas sur la nature. Et on est obligé de le faire en plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se dire, les gars, on doit compter sur la nature pour le... Non, et en plus, sur le lien avec la nature, donc aujourd'hui, la végétation, l'océan, ça absorbe à peu près 54% de nos rejets chaque année. Ouais. Plus on met du CO2 dans l'atmosphère, plus théoriquement ça peut en stocker. Mais il y a l'effet climat. Et donc, il y a certains processus qui fonctionnent moins bien dans un océan plus chaud. Et la végétation, quand il fait chaud et sec, elle pousse plus. Quand on a des incendies de forêt, au contraire, ça repart vers l'atmosphère. Quand les sols gelés dégèlent, ça repart vers l'atmosphère. Et donc, dans un monde typiquement... On parle du boucle de rétroaction, là. Voilà. Et donc, dans un monde typiquement 2050, 2 degrés de plus ou davantage, en fait, on perdrait en efficacité des puits de carbone. Wow. Donc, ce qui nous aide. Et ça veut dire, en fait, rentrer dans une incertitude plus grande, c'est-à-dire qu'il y a nous ce qu'on met, et puis ça voudrait dire on perdrait peut-être l'appui, les services que nous rendent les milieux naturels. Donc on est vraiment obligé, au-delà de compter sur l'environnement, enfin sur l'environnement, j'aime pas utiliser ce terme, mais en tout cas sur le système Terre, au-delà de compter sur la planète, là il fonctionne à son maximum. Voilà, il est à plein régime. Donc en fait c'est le compteur qui est à fond. Donc nous en fait, on doit construire le compteur en tant qu'être humain, on doit trouver ces processus pour pouvoir augmenter les capacités de l'aiguille, si je comprends bien. C'est exactement ça. Et donc l'idée c'est vraiment... l'enjeu est bien plus important vraiment que simplement se dire ok les gars on réduit. On réduit, mais on doit trouver plein de techniques parce que moi j'ai toujours cru que... Non, l'enjeu c'est, si on veut limiter le réchauffement autour d'1,5 degré, c'est autour de 2050, donc c'est dans moins de 30 ans, arriver à net zéro émission de CO2. Donc c'est un défi mais colossal, compte tenu de la durée de vie des infrastructures qui existent, de ce qui est dans les tuyaux. C'est vraiment un enjeu de réorientation massive des investissements de manière de faire. C'est un changement de civilisation, ça. Oui. C'est-à-dire que c'est... C'est sortir de la civilisation des fossiles sans limite. Oui, voilà. Mais il y a une phrase d'Einstein qui m'a toujours marqué, je vais jamais te la répéter pertinemment. Mais c'est aussi un défi en termes d'innovation technologique. Oui, bien sûr. Oui. C'est en fait quelque chose qui est hyper stimulant pour plein d'ingénieurs dans plein de domaines différents, pour justement essayer de trouver d'autres solutions qui fassent mieux, de manière plus sobre aussi. C'est un défi sur l'organisation de notre société, sur qu'est-ce que c'est que vivre bien, y compris dans un climat qui change. La notion du bonheur, la notion du plaisir, tout ça. Et puis, c'est aussi des enjeux de solidarité. Ouais. Et faire en sorte que les solutions qu'on mette en place, elles soient abordables, elles soient frugales, c'est le mot que j'utilise moi, c'est-à-dire pas simplement du high-tech impossible à réparer, mais des choses qui sont faciles à mettre en œuvre, faciles à réparer, pour que ce soit abordable pour ceux qui aujourd'hui ont besoin d'accéder à l'énergie partout dans le monde. C'est drôle parce que justement, je reviens un peu à cette phrase d'Einstein que je voulais te balancer, je vais jamais te la remettre parfaitement, mais il disait qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée qui a généré le problème. C'est exactement ça. Mais ce mode de pensée, tu sais à quoi ça me fait penser ? Mon cerveau bug à ce moment-là parce que je ne connais que notre mode de vie, donc c'est recréer une nouvelle civilisation. Excuse-moi de te dire ça, j'ai pas envie de rentrer dans un délire collapsologue dans cette vidéo, pas du tout. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai pas du tout cette vision-là. J'ai une vision en fait de vivre au mieux, mais certainement avec une empreinte matérielle plus réduite. Et avec aussi une qualité de l'air meilleure, avec une alimentation nutritive et saine, mais pas une alimentation qui est mauvaise pour notre santé et mauvaise pour l'environnement. Voilà, et donc ça veut dire déconstruire beaucoup de choses qui ont été façonnées sur les dernières décennies, c'est sûr. Il faut changer le système éducatif, faut changer... Je vois bientôt la ministre en Belgique, donc... C'est un de mes engagements vraiment profonds, et le rapport du groupe 2 du GIEC, je suis très contente de ça. Il a souligné, à partir d'une étude d'ailleurs faite en Afrique, les enjeux de ce qu'on appelle la littératie climatique. Donc le fait d'être capable de comprendre, d'être conscient du climat qui change, des causes de ce changement, des conséquences, des implications, mais aussi des options d'action. Et ça fait partie des enjeux critiques pour que ça fasse partie du standard, en fait, du socle standard de connaissances qu'on acquiert à l'école, au lycée, dans les universités. Il faut, parce qu'à partir du moment où il y a des réalités qui vont commencer à être décidées de façon politique... Toi, tu t'es formé tout seul. Oui. Voilà. Ça t'a demandé... Je ne me suis pas formé tout seul, je me suis formé parce que je me suis abonné à toi, je me suis abonné à tous les gars du GIEC. Mais tu as fait une démarche personnelle, donc c'est quelque chose qui prend du temps. Tout le monde n'a pas forcément le temps dans sa vie professionnelle, familiale, etc. Et donc le fait que ça fasse partie d'un socle commun, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important, que ça touche
l'ensemble des gens. Formation initiale et puis formation continue, parce que si on ne touche pas ceux qui sont aux manettes aujourd'hui, on a manqué complètement le fait que ces connaissances elles puissent être directement en prise, en appui à une prise de décision qui soit éclairée. Tu as le sentiment que je donne un cliché, mais les vieux milliardaires grisonnants, tu as le sentiment qu'ils veulent changer ou ils se disent ouais, je finis mes jours correctement et puis après je vous laisse les merdes. Tu les rencontres, tu les vois. D'abord, je ne rencontre pas tant que ça. Tu les croises. Je ne rencontre pas tant que ça. Moi, c'est des cercles quand même assez différents, le monde de la recherche scientifique. Je dirais qu'il y a une partie des gens qui sont des gens, quel que soit leur revenu ou leur histoire familiale ou professionnelle, qui ont le sens de l'intérêt général et qui ont une bonne volonté. Et je pense que c'est avec ces gens-là qu'on peut faire. Mmh. Après, il y a aussi une illusion qui est très présente, qui est que pour certains, leur richesse personnelle, elle les protégera des conséquences potentiellement très graves d'un climat qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est une illusion. Voilà, en fait. On est d'accord qu'un climat qu'on ne maîtrise pas, quelqu'un qui se dit c'est bon, j'ai les moyens, je vais investir un bunker, au bout de 3 semaines, 1 mois, il est obligé de sortir. Parce que c'est une illusion. Tu ne peux pas fonctionner toute ta vie pendant 30-40 ans, comme le montrent certains films de science-fiction, dans un bunker. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les enjeux du climat, ça touche à des choses vitales. Ça touche à la sécurité en eau. Par exemple, pour ceux dont l'eau dépend de la fonte de la neige au printemps ou des glaciers, si le réchauffement est important, ça va être vraiment compliqué. On parle vraiment de toucher à des pénuries en eau pour l'irrigation, pour l'agriculture, pour les villes, pour l'hydroélectricité ou d'autres enjeux de ce type-là. Parce qu'un climat qui change, c'est aussi quelque chose qui affecte les rendements agricoles. Par exemple, les vagues de chaleur ou les épisodes chauds et secs. Et donc, dans les situations qui sont à risque, qu'on appelle complexes, on a le fait, par exemple, d'avoir des épisodes chauds et secs qui touchent plusieurs greniers à blé mondiaux. Oui, donc ça a un impact sur les pâtes que j'ai envie de manger. Quoi. Et donc, ce qu'on voit, c'est des chocs croissants sur les systèmes de production alimentaire. Et ça peut être très vite des pièges de pauvreté. Parce qu'en fait, plus on a des chocs sur la production alimentaire, plus ça va peser sur les plus fragiles, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter leur alimentation si les prix flambent. Et plus ça peut justement faire aussi des chutes de revenus pour les petits producteurs. Donc c'est pour ça en fait que ces effets en cascade, ces effets composites, ils sont importants à comprendre pour, je pense, être motivés pour mener les transformations nécessaires maintenant. Il faut, parce que ce dont on parle, c'est vraiment d'un monde qui soit soutenable. C'est ça, parce que ce que tu ne dis pas là-dedans, c'est pas du tout intérêt rhétorique, et je te remercie, et tu ne dois pas l'avoir. Mais si on ne fait pas ça, c'est guerre, famine et conflit. La guerre, on l'a déjà. On l'a en ce moment. Qu'est-ce que ça va faire quand on a les exportations de maïs ou de blé de Russie ou d'Ukraine qui sortent plus de la mer Noire ? Qui est-ce qui va être les premiers touchés ? C'est tous les gens en fait avec des tout petits revenus qui sont dans les pays d'Afrique du Nord, qui sont dépendants des exportations. Et donc ça déstabilise politiquement parlant et... en fait, ça peut remettre en cause tout ce qui a été fait pour sortir les gens de l'extrême pauvreté. Voilà. Donc c'est pour ça que la question de maîtriser l'ampleur du changement climatique, de l'intégrer, de faire en sorte que nos systèmes alimentaires, nos systèmes d'utilisation de l'eau, nos infrastructures soient résilientes, c'est vraiment un enjeu pour moi humain, profondément humain. Et à côté de ça, il y a aussi notre responsabilité par rapport à tous les milieux naturels qui prennent aussi de plein fouet les conséquences d'un climat qui change. Et pour moi, au fond, la question c'est qu'est-ce qu'on veut transmettre ? Qu'est-ce qu'on veut transmettre ? Chacun d'entre nous, on a un attachement à un lieu, à un paysage, à une forêt, à une plage, à un glacier même. Qu'est-ce qu'on veut transmettre ? C'est drôle, j'ai vu une photo de toi sur Twitter où tu as photographié des grenouilles. Oui, des crapauds. Des crapauds, pardon, excuse-moi. Tu es d'une pertinence incroyable en matière de science, et puis il y a ce côté très nature, des choses simples. Alors j'ai découvert ça avec ma plus jeune fille, qui depuis qu'elle était enfant a eu le sens de l'observation des insectes, des petits animaux, des oiseaux. C'est vraiment elle qui m'a ouvert les yeux sur la petite faune qu'on a en banlieue parisienne, qui n'est pas forcément spectaculaire. Et c'est elle qui a organisé cette visite pour aller voir sur un des petits lacs de la commune où j'habite, un moment vraiment magique pour moi, qui est le moment où les crapauds sortent de leurs habitats dans les jardins, dans les forêts, et retournent dans le lac où ils sont nés pour se reproduire et ensuite repartent. Et c'est une chance assez unique de voir la fragilité de ces milieux. Parce que plus de lacs, cette population de crapauds n'existe pas, par exemple, ou si le lac est pollué, ou s'il est trop chaud. Ouais.
Ou si on met des infrastructures comme des routes qui pèsent. Voilà. Et puis c'est beau, il y a beaucoup de poésie, et puis c'est pas comme s'il y avait pas. Puis en plus, un crapaud, c'est associé à plein d'images marrantes. Enfin, c'est pas forcément l'animal le plus attractif. C'est des princes qui se cachent là derrière. Non, mais c'est drôle que tu montres ça parce qu'effectivement. Mais c'est aussi pour moi, c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux sur ce monde qu'on connaît mal, le monde vivant, qui est fragile. Parce qu'on exerce des pressions locales sur les habitats, en fait, et puis qui est aussi menacé par rapport à un climat qui change. Et c'est moins visible. Pour beaucoup de gens, en fait, la pollution, c'est un truc en plastique qu'on voit dans la nature, mais les rejets de gaz à effet de serre, c'est moins visible. Et pourtant, c'est quelque chose qui est un des facteurs, en fait, d'érosion de la biodiversité, de la dégradation des écosystèmes, et moi, j'appelle ça une perte de la beauté du monde aussi. Ah bah oui, forcément, c'est un peu la 6e extinction des espèces, donc c'est incroyable. Moi, il y a des vidéos que j'ai envie de te montrer, je voudrais ton avis là-dessus. L'Assemblée générale, mesdames et messieurs, du GIEC est composée dans son écrasante majorité de fonctionnaires et de gens qui sont nommés par les gouvernements sans que le GIEC ne prenne même connaissance des credentials, comment dire en anglais, donc des références scientifiques. Ce ne sont pas des scientifiques. Et donc, ceux qui décident à la fin qu'un rapport peut être estampillé GIEC sont dans leur écrasante majorité des gens qui ne connaissent rien à la science. Et donc, encore une fois, ne vous laissez pas impressionner. Dire que les jeux sont faits, dire que c'est la science qui parle, tout cela est faux. Il faut l'accepter, c'est faux. Alors, en fait, comme Marie-France le rappelait à l'instant, je ne suis pas scientifique. J'ai un doctorat en philosophie de la Sorbonne, tout près d'ici, et je suis à la base juriste. Merci. Je voudrais ton avis là-dessus. Alors d'abord, quand quelqu'un dit « je ne suis pas scientifique mais j'ai un avis très net », en général ça finit mal. Je l'ai entendu dire par Donald Trump et puis par quelques autres aussi, en particulier sur des sujets liés au climat. Donc moi ce dont je peux témoigner, c'est le bonheur que j'ai eu comme scientifique à contribuer à des rapports du GIEC et à les superviser plus récemment, avec des centaines de scientifiques de tous les pays du monde. Ce travail qui est fait de passer en revue de manière critique l'état des connaissances sur la base des publications scientifiques, c'est un espace en fait en permanence de délibération, de réflexion, d'échange, et puis avoir des milliers de relecteurs, d'autres scientifiques volontaires, qui passent en revue les différents chapitres, qui pointent ce qui n'est pas bien, ce qui peut être amélioré, les publications qui n'ont pas été utilisées par les gens qui ont rédigé les rapports. C'est vraiment quelque chose d'assez unique. Il n'y a pas d'équivalent dans d'autres domaines scientifiques d'avoir ce travail collégial, collectif, scientifique, critique. Et puis, le moment qui est souvent le moins bien compris, c'est l'approbation de nos rapports. Donc nous, en fait, un rapport du GIEC, par exemple, celui que j'ai supervisé, c'est plusieurs milliers de pages, 14 000 publications scientifiques citées. Chaque conclusion, elle est traçable aux publications passées en revue, elle est exprimée avec un niveau de confiance. Qui peut être un fait scientifique ou bien un niveau de confiance élevé, moyen, faible, etc. Niveau de preuve, en quelque sorte. Oui, voilà, c'est pour refléter le jugement d'experts en fait associé à chaque conclusion. C'est quelque chose quand on le fait qui rend très exigeant dans sa propre pratique scientifique d'ailleurs. Et donc on distille en fait un résumé technique d'une centaine de pages et puis un résumé à l'intention des décideurs. Donc c'est typiquement une trentaine de pages, une dizaine de figures, quelques tableaux. Et ce résumé à l'intention des décideurs, il est relu par la communauté scientifique, par les auteurs du rapport, bien sûr, pour voir qu'il y a pas de bêtises, et par les représentants de tous les pays. Alors, les représentants de tous les pays, ils font appel à des experts. C'est pas, donc, ça va être des experts de différents ministères, ou même des scientifiques qui vont être amenés à relire ces brouillons et participer à la session d'approbation également. C'est pas le moment où on rédige le rapport. C'est simplement pour s'assurer que le résumé à l'intention des décideurs, il est exprimé clairement, parce que les scientifiques, ils utilisent pas mal de jargon. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Écouter un scientifique, c'est très complexe. Ouais. Voilà. Et pour s'assurer que ça reflète de manière équilibrée les différents éléments du rapport. Alors, pour mon rapport sur la partie physique du climat, un des points de discussion, par exemple, ça a été le type de sécheresse qu'on utilisait. Nous, on avait mis l'accent sur les sécheresses au sens agricole, sécheresse d'humidité des sols. Mais dans certains pays du monde, les sécheresses au sens de l'absence de pluie, elles sont critiques pour les activités agricoles, ou les sécheresses au sens de manque d'eau dans les rivières hydrologiques, elles peuvent être aussi déterminantes. Et donc, on nous a demandé d'aller ajouter ces éléments qui faisaient partie de l'évaluation détaillée. Donc, vous faites vraiment un travail colossal depuis très longtemps. Non, mais c'est pour dire que, pour moi, cette phase d'approbation, elle est importante. Elle est importante parce que c'est un super contrôle de qualité. Il faut imaginer, vous avez un pays, une voie, et vous avez donc des pays qui sont extrêmement dépendants des énergies fossiles. La Russie, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, l'Australie.
Vous avez des pays en fait émergents qui revendiquent leur développement, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil. Et puis vous avez des pays qui sont souvent en appui à la science, qui se mettent un peu en retrait. Je pense à la Nouvelle-Zélande, au Canada, aux pays européens par exemple, au Japon, qui sont plutôt vraiment centrés sur purement la partie scientifique des rapports. Et puis des pays très vulnérables qui cherchent des informations, qui n'ont même parfois pas la communauté scientifique en interne. Ouais. Et donc pour qui c'est une occasion unique d'avoir des éléments scientifiques rigoureux en appui à sur leur situation, c'est vrai prise que de décision. Le Tuvalu, c'est... Les petits États insulaires, les pays les moins avancés en Afrique, par exemple, qui n'ont pas la force de frappe de recherche. Et donc, pour eux, c'est une chance extraordinaire d'avoir des chercheurs du monde entier qui vont regarder pour les grandes régions du monde l'état des connaissances. Pour eux, c'est aussi quelque chose de très important. Dans le rapport 2, il y a des détails sur Europe, Afrique... C'est ça. Rapport 1 aussi, d'ailleurs. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, chaque phrase, chaque mot est scruté. Alors, j'ai regardé le rythme d'approbation. C'est atroce, en fait. Hein. C'est 70 mots à l'heure. Avec les représentants de tous les pays et les auteurs de ces résumés 70 mots, c'est un petit paragraphe. C'est long, hein, c'est 2 phrases, quoi. Voilà. Donc, chaque mot, chaque phrase est pondéré. On va regarder les éléments sources, vérifier que c'est solide, etc. Et puis, vous avez des pays qui vous proposent une reformulation sous prétexte qu'elle soit plus élégante, qui, en fait, atténue parfois la gravité de la situation. La clarté de l'expression. Voilà, donc il y a tout ce jeu-là qui est présent aussi. Mais le dernier mot, il est aux scientifiques, aux auteurs des rapports. Et d'ailleurs, il y a des observateurs extérieurs qui sont présents lors de ces sessions d'approbation, qui en font des comptes rendus, qui permettent justement de voir, d'ailleurs, ce qu'on dit en votre nom, ce que disent les représentants des différents pays en votre nom dans ce contexte-là. Et à la fin, il y a vraiment un atout, c'est que ces rapports du GIEC qui sont approuvés par l'ensemble des pays, finalement, ça constitue un socle scientifique commun reconnu par tous, et ça sépare en fait le processus pour établir les connaissances vis-à-vis du changement climatique de tout ce qui est négociation politique sur le climat. Ça permet de le séparer. C'est ça, vous en mêlez pas. De toute façon, techniquement, c'est pas votre rôle non plus, quoi. Voilà. Mais si on n'avait pas le GIEC, les connaissances scientifiques, elles seraient toujours là. Bien sûr, oui. Elles seraient là, elles seraient dans les publications. Donc c'est pas le rapport en tant que tel qui change cela. C'est simplement que ça constitue un socle scientifique commun reconnu par tous. Oui, sur quelque chose où il est important de devoir agir et donc forcément que ce soit carré. Et quand on est scientifique, il y a aussi cet intérêt, en passant en revue, par rapport d'un rapport à l'autre, qu'est-ce qui est nouveau ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est confirmé, plus solide ? Qu'est-ce qui est nouveau et qui remet parfois en cause des conclusions précédentes ? Pourquoi est-ce qu'on a des controverses scientifiques ? Qu'est-ce qui est émergent, nouveau, potentiellement important, mais qui a besoin d'être vérifié, confirmé ? Et puis là, on a les limites des connaissances, c'est-à-dire ce qu'on ne sait pas, ce qui est associé à une incertitude profonde. Et de faire cet exercice-là, c'est aussi hyper important pour la communauté scientifique. Ça participe à ce que j'appelle la maturation des connaissances. Et en creux, ça dessine aussi, ça esquisse les voies de recherche qui sont critiques. Parce que là où on a des connaissances très limitées, c'est là où c'est encore plus critique de les produire rapidement. Je peux donner un exemple. Vas-y. Dans un climat qui se réchauffe, l'océan en dessous de l'Antarctique se réchauffe, ça va attaquer les parties flottantes par en dessous, ça peut provoquer une instabilité et un écoulement plus rapide de certains secteurs. Dans quelles conditions, pour quel niveau de réchauffement, ça reste encore très incertain. Et c'est le truc critique vis-à-vis de l'ampleur de la montée du niveau de la mer, donc pour les petites îles, toutes les terres basses, les zones de grand delta, c'est le truc critique pour le littoral au-delà de 2050. Et ça reste encore très mal compris. Mais c'est impressionnant parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de critiquer le GIEC. Bah oui. C'est une critique perpétuelle et non-stop. T'as pas peur que cette désinformation-là, parce que je vais essayer de vraiment bien préciser mes propos. On vient de sortir d'une pandémie, dans laquelle on est techniquement encore, qui est devenue plus une endémie. Il y a eu une montée de l'obscurantisme scientifique contre la science, contre des preuves scientifiques, contre la recherche. Est-ce que tu n'as pas peur qu'à partir du moment où le changement climatique va être plus considéré comme des crises, pas comme quelque chose de large, d'imperceptible, mais vraiment comme des crises, que tout d'un coup, il va y avoir des gens qui vont militer dans la rue en disant « le GIEC dit des conneries ». Comme on a dit que les scientifiques disent des conneries autour de la vaccination, etc. En fait, le GIEC, il n'a pas vraiment une entité en tant que telle. Non, bien et sûr. donc, on peut facilement le dénigrer sans risquer d'aller en justice, par exemple. Donc, c'est facile, je dirais. Ça fait peur un peu, cet obscurantisme. On l'a vécu. Le déni vis-à-vis du changement climatique, de l'état des connaissances scientifiques, il est présent. Il a été très présent, il est toujours là. Moins fort qu'avant. Il est toujours là, il existe.
Il y en a qui le relaient. Et comme pour d'autres sujets, ce qui est très frappant, c'est que nos sociétés, elles sont très fragiles par rapport à la manière et la vitesse à laquelle une désinformation, connotation de scandale, se propage, par rapport à la lenteur avec laquelle on arrive à partager un socle de connaissances robuste et solidement établi. Et en regardant par exemple les balbutiements de la recherche vis-à-vis de ce nouveau virus, le coronavirus 19, c'est là où j'ai mesuré la chance d'avoir quelque chose comme le GIEC. C'est-à-dire que depuis les années 90, sur la question climat, on a mis en place des espaces pour passer en revue l'état des connaissances, de manière collective, collégiale, dégager les points forts, dégager aussi les incertitudes. Et on voit que les choses s'affinent au fur et à mesure du temps. Toi, vous êtes très solide. Après, oui, il y a une réponse. On aurait eu besoin d'avoir quelque chose comme ça au niveau international tout au début de la pandémie. Voilà. Parce que, on a vu, ça a pataugé sur le côté aéroporté, pas mal de choses de ce type-là. Parce qu'en fait, il y avait une approche qui était, je trouve, souvent un peu en silo dans chaque gouvernement, sur la base d'études locales et pas forcément l'ensemble des travaux scientifiques. Nous en Belgique, on a plusieurs gouvernements et on avait c'était complètement différent du nord au sud et de Bruxelles. Voilà. Et c'est pour ça, moi j'espère, je souhaite et que voilà que. Mais c'est pas parce qu'on a un socle scientifique solide qu'on va l'utiliser non plus. Et donc pour nous, je pense que l'urgence elle est là, c'est-à-dire faire en sorte que ces connaissances scientifiques qui sont là, qui sont solides, elles soient utilisées. Par exemple dans les plans de prévention des risques. Par exemple dans chaque décision qui a une implication sur quelques décennies, faire en sorte que ce qu'on met en place soit résilient, fonctionne dans un climat qui change. Faire en sorte que on agisse à hauteur des enjeux pour réduire les rejets de gaz à effet de serre. Donc, tu me parlais tout à l'heure des scénarios utilisés. Il y a des scénarios qui mettent l'accent vraiment fortement sur la soutenabilité, sur la consommation, sur les systèmes de production. C'est ceux-là, en fait, qui permettent d'avoir le moins de risques liés au climat. Mais aussi pas mal de bénéfices annexes. Sortir les gens de la pauvreté, avoir une alimentation saine, une qualité de l'air améliorée, c'est des choses importantes à penser ensemble. Mais justement, il y a le scénario du pire. Et le scénario du pire, c'est celui en fait où il y a une augmentation des rivalités régionales, des conflits, un frein pour l'éducation, un frein pour le progrès technologique, un frein pour l'accès aux technologies propres largement dans le monde. C'est ce qui fait des pièges de pauvreté, donc à la fois des gens très pauvres et d'autres qui consomment beaucoup. Et c'est en fait le scénario qui est le plus difficile à réconcilier avec une maîtrise des rejets de gaz à effet de serre et avec une action d'adaptation pour réduire les risques liés au climat. Il nous reste combien de temps? Très court. Il nous reste combien? Je réponds pas à ta question, mais il nous reste combien de temps là pour prendre des décisions drastiques ou pour tirer le frein à main et faire un 180 degrés? En fait, chaque année d'inaction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on inscrit inéluctablement un réchauffement plus important. Et ça veut dire qu'on n'est pas prêt par rapport aux conséquences de ce réchauffement plus important. Donc moi, je ne dis pas qu'il y a un horizon temporel. Je dis qu'en fait, il faut se retrousser les manches maintenant. Et let's go, et on y va. Et aussi interpeller les élus, les décideurs, parce que bien sûr, il y a des leviers d'action limités à l'échelle individuelle, importants à l'échelle des villes, des collectivités territoriales, des États, des grandes entreprises, du cadre réglementaire qui est imposé aux entreprises. Voilà, donc c'est important de pouvoir agir le plus fort possible et à tous les échelons. C'est drôle, tu sais, j'avais une question finale par rapport à tout ça, mais toute la vidéo représente ça. Mais si tu peux nous le faire peut-être en quelques secondes, quel serait ton conseil pour la jeunesse ? Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est premièrement de vous doter de compétences solides. Des compétences sur la question climat, sur les émissions de gaz à effet de serre, les manières de les réduire, et sur l'évolution du climat et les impacts attendus et les manières de s'y préparer. Et ce sont des compétences qui vont vous aider dans votre vie citoyenne, qui vont vous aider aussi dans votre vie professionnelle. Et puis la deuxième chose, c'est organisez-vous. Organisez-vous, pourquoi ? Parce que j'entends parfois quelque chose qui je trouve atroce, qui est de dire tout va bien. On me l'a dit au Parlement français. Tout va bien puisqu'on l'apprend aux enfants à l'école. C'est pas à vous de porter la charge mentale. C'est pas ceux qui démarrent leur vie, qui n'ont pas en fait les leviers en fait de prise de décision dans les entreprises, dans les collectivités, dans l'État. Par contre, en vous organisant, vous pouvez interpeller les élus. Et l'enjeu, c'est arriver à surmonter toute l'inertie qui est là. Les intérêts de ceux qui préféreraient que rien ne change, simplement pour garder leur rente ou leurs propres avantages. Avoir son petit dividende. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a un enjeu de monter en compétences. Je pense que c'est vraiment important.
pour la légitimité aussi de la parole, pour être capable d'agir à tous les niveaux. Puis après, il y a un deuxième volet qui est organisez-vous pour que la voix de la jeunesse compte. Moi, j'ai été élue locale pendant un moment, dans le village où j'habite, pendant 6 ans. Et ce qui m'a frappé, c'est que souvent, les retraités, ils sont disponibles. Ils viennent parler avec les élus. C'est beaucoup plus ténu entre les plus jeunes. Donc, si vous êtes visible, si vous allez dialoguer avec vos élus, votre voix, elle peut être entendue. Et je termine là-dessus. Pour moi, ce qui est vraiment critique, c'est construire des dialogues. C'est-à-dire pas s'enfermer dans une bulle, avec des gens qui pensent comme vous, de votre âge, mais créer les conditions d'un dialogue avec les autres. Parce que finalement, ce dont on parle, c'est vraiment des conditions de vie dans les décennies à venir. Prêcher des convaincus, c'est Et donc, pas grand-chose. Votre voix, elle permet à d'autres de se projeter sur la suite. Valérie, je te remercie du fond du cœur pour cette présence. Tu brilles d'intelligence. Vraiment, j'invite les gens à te follow sur Twitter, parce que tu es très active là-bas. Merci du fond du cœur d'avoir participé à cette vidéo. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour rencontrer, écouter d'autres discussions autour des limites planétaires. Merci, je te ferai un check. Merci. C'est vraiment très très lourd.